Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un nouveau numéro de l'émission Quoi de neuf en histoire. Je suis Rassan Moubarak et je reçois dans ce podcast des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Nous allons évoquer aujourd'hui la vie d'un village dans la plaine de France au milieu du XVIIe siècle, en suivant notamment pas à pas l'un de ses habitants les plus puissants, un certain maître Nicolas de la Cour, qui est l'archétype de la figure du coq du village et qui va pendant 3 décennies influer sur la vie de ses congénères, si j'ose dire. Pour cela, je reçois Jean-Marc Morisseau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire à l'Université de Caen-Normandie, membre honoraire de l'Institut universitaire de France et président de l'Association d'histoire des sociétés rurales. Vous êtes spécialiste de l'histoire des campagnes et je cite notamment un triptyque sur la chronique des paysans en France depuis le XVe siècle, paru chez Talandier. C'est aux mêmes éditions Talandier que vous publiez le livre dont nous allons discuter aujourd'hui, Nicolas de la Cour, le pouvoir au village au cœur du XVIIe siècle. C'est un livre dans lequel vous racontez donc la vie quotidienne des paysans au XVIIe siècle, dans ce village qui s'appelle Maffliers, aujourd'hui dans le département du Val d'Oise. Et c'est un exemple de ce qu'on appelle l'anthropologie historique. Est-ce que vous pouvez nous dire en introduction en quoi consiste cette approche et qu'est-ce qu'on peut apprendre à travers ce type de travail ? Alors j'ai essayé d'associer une approche complémentaire qui vient à la fois d'Emmanuel Leroy-Ladurie, je pense à Montaillou, et ici c'est une sorte de Montaillou du Nord, avec la résurrection, je ne veux pas dire intégrale, mais la plus large possible, de la population d'un village et de ses environs, avec tous les personnages. Mais c'est également un livre qui tire parti d'Alain Corbin, l'histoire d'un inconnu, parce que l'itinéraire sur lequel nous allons peut-être revenir, qui m'a conduit à Nicolas de la Cour, est lié à une succession de hasards, et c'est Nicolas de la Cour qui est venu à moi beaucoup plus que moi qui suis venu à lui. Donc c'est une sorte d'essai également d'histoire d'un anonyme sorti du rang qui devient en quelque sorte célèbre grâce à l'historien. C'est la deuxième démarche. La troisième qui m'a beaucoup inspiré, c'est Nathalie Davis avec Le Retour de Martin Guerre au XVIe siècle, qui a donné lieu à un film bien connu, parce qu'il y avait là un très beau travail de mise en scène des personnages réel d'une histoire qui permettait de révéler les comportements, l'environnement et la société à l'époque de François Ier et d'Henri II. Donc c'est au croisement notamment de ces 3 grandes perspectives que j'ai voulu placer Nicolas de la Cour avec l'idée d'en faire à la fois un modèle emblématique de l'ascension sociale d'un coq de village dans les campagnes modernes, je dirais, de la France du Nord, mais c'est valable également pour la Belgique, les Pays-Bas et une partie de l'Allemagne, où il y a des traits comparables dans l'organisation sociale. Et puis, en faire également un personnage qui est un indicateur révélant toute une société dans ses relations les plus diverses, dans sa complexité, mais faisant sortir de l'anonymat et de la tombe, en quelque sorte, tous les milieux sociaux à travers leurs caractéristiques particulières, avec évidemment à chaque fois un nom, un prénom, un statut, une évolution sociale, un comportement même, et voire des bouts de dialogue qui permettent de redonner vie à tout cela. Ce livre, c'est un beau bébé, un beau pavé de 700 pages, mais qui se lit comme un roman. Et c'est pratiquement une deuxième thèse. Vous m'aviez dit en préparation de cet entretien que vous avez passé 8 ans à travailler sur ce sujet. Il vient coucher finalement sur un papier un personnage Nicolas de la Cour qui vous aura accompagné tout au long de votre carrière. Quelle a été votre rencontre avec ce personnage et le cheminement que vous avez fait avec lui ? Alors je dirais que le personnage de Nicolas de la Cour m'accompagne depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis près de 50 ans. Il est apparu sous les traits d'un autre personnage qui s'appelait Claude Duménil. Claude Duménil était receveur de la seigneurie de Goincourt près de Beauvais. C'était le prototype du coq de village, receveur de seigneurie, que Pierre Goubert avait mis en scène dans les paysans du XVIIe siècle. Et pour des générations et des générations d'étudiants, ce Claude Duménil, évidemment, avait joué un rôle moteur. Or, Nicolas de la Cour a travaillé tout à côté de la région de Nicolas Duménil. Il était même lié indirectement au propriétaire de Claude Duménil, et il m'apparaissait comme un prototype lui aussi encore plus riche, parce que la documentation est exceptionnelle. Alors je l'avais rencontré, tout au moins son patronyme, dès le 2e document
qu'il m'ait été donné d'étudier dans le cadre de l'université. En venant à la Sorbonne, en suivant les cours de Marcel Lachivert, qui était justement l'assistant de Pierre Goubert, je rencontre un premier coq de village qui était Antoine de la Cour, l'arrière-petit-fils du personnage de mon livre, qui était alors établi dans le Vexin, de l'autre côté de l'Oise, à peu près à 15 kilomètres de Maffliers, et qui payait la cote de taille la plus importante en 1707, dans ce document fiscal qui permettait de révéler la vie du village. Et dans ce rôle de taille, il y avait également deux autres de la cour, l'un qui était le greffier de l'ensemble des rôles de taille de l'élection de Pontoise, qui était un petit-fils de Nicolas, et le troisième qui était Robert de la Cour, curé de Livilliers, et qui généreusement accordait 50 livres alors qu'il n'était pas assujetti à la taille, étant donné qu'on était à la fin du règne de Louis XIV et que les temps étaient extrêmement difficiles. Donc j'avais 3 de la cour, et ces de la cour m'ont suivi pendant longtemps parce que quand j'ai fait ma thèse sur les fémis d'Île-de-France, le même Marcel Lachivert, mais également Jacques Dupaquier, m'avait demandé d'ajouter au corpus que j'avais d'études les de la cour. Mais ces de la cour qu'ils connaissaient, eux, qui étaient toujours en place, étaient dans le Vexin toujours. Or, moi, je travaillais sur la plaine de France, donc de l'autre côté de l'Oise, et je leur avais dit, mais ça fait 7 ans que je travaille sur ma thèse, je voudrais dans 3 ans terminer, 10 années, ça me paraît suffisant, je vais pas rajouter encore, surtout quelqu'un qui est dans le Vexin. Sauf que, 30 ans après, à l'occasion d'un travail de généalogie mené avec un de mes doctorants, eh bien, je me rends compte que je descends des de la cour, que j'avais laissé de côté. Et en remontant encore ma branche de la cour, d'une génération, je tombe sur Nicolas de la Cour, qui lui était gruyé, c'est-à-dire responsable administratif des eaux et forêts, et aussi receveur de la seigneurie de Maffliers. Et la Maffliers, c'est dans la plaine de France, c'est de l'autre côté de l'Oise. J'avais aucune excuse cette fois. Et il fallait bien quand même que je travaille dessus. D'autant plus qu'il avait une signature exceptionnelle sur laquelle on reviendra peut-être parce qu'elle m'a permis de commencer mon étude. Oui, justement, on est étonné, agréablement surpris par la documentation que vous avez pu retrouver pour travailler sur ce personnage. De quelles sources, justement, vous avez pu exploiter? Et quand on voit la quantité de détails que vous fournissez, est-ce que c'est quelque chose qui potentiellement peut être reproduit dans différents villages de cette région de France, ou est-ce que c'est spécifique à Maffliers et à Nicolas de la Cour? Alors, je rassure tout le monde, c'est évidemment reproductible, bien entendu en Île-de-France, une 30aine de fois au moins, mais en dehors de l'Île-de-France, dans le bassin parisien très largement, et même dans bien d'autres régions. Simplement, il faut voir qu'il faut prendre du temps. Il faut évidemment connaître les grands traits de l'histoire sociale, économique, culturelle, pour bien replacer dans leur contexte les éléments que l'on retrouve, et puis être courageux, pugnace, résister aux acrobaties paléographiques des notaires et des greffiers de justice qui sont redoutables et qui souvent dissuadent d'aller plus loin. Or, si vraiment on pénètre dans cette forêt amazonienne des minutes notariales du 1er XVIIe siècle, et si on pénètre encore plus dans cette jungle abominable des pièces de justice de l'époque de Louis XIII, eh bien on est comblé, on arrive vraiment devant un monde inconnu qu'on réussit vraiment à faire sortir en quelque sorte de son anonymat et en même temps du silence. Et cela renouvelle vraiment notre histoire sociale du XVIIe siècle. Et là, Nicolas de la Cour a été en quelque sorte l'instrument, et notamment sa signature, qui me permettait, dans un premier temps, de dépouiller des milliers d'actes notariés, des centaines d'actes de justice, au bas desquels je retrouvais ou non sa signature. J'ai commencé ainsi et je suis arrivé à retrouver 289 fois sa signature, ce qui pour un homme dont on n'a pas d'acte de naissance, pas d'acte de décès, pas d'acte de mariage, comme finalement le Pinago d'Alain Corbin au XIXe siècle, est tout à fait exceptionnel. Et après, évidemment, je me suis familiarisé avec ces sources et je me suis rendu compte que pour tout bien comprendre, il fallait aller au-delà et qu'il fallait au-delà même du personnage, voir toute la société qui était derrière. Donc ça m'a pris plusieurs années encore.
Cette signature dont vous parlez, sur une échelle de qualité de signature qui va de 0, c'est-à-dire une signature illisible, une simple marque, jusqu'à 7, une écriture de qualité supérieure avec paraphe, c'est le plus haut degré de qualité. En cela, il rejoint des gens comme le curé ou la baronne, par exemple. Bien entendu. Alors, alors peut-être pas au sommet, je mettrais un 8e échelon pour la magistrature parisienne, la haute noblesse lettrée, qui adoptent des graphies extrêmement modernes, en quelque sorte, devançant même leur époque, alors que avec Nicolas de la Cour, on est au niveau d'une écriture courante correspondant aux normes scolaires du XVIIe siècle, avec un superbe paraphe. Mais là, Nicolas de la Cour avait une signature extrêmement déliée, extrêmement lisible, triomphante en quelque sorte, qui laissait entendre une personnalité un peu autoritaire et omniprésente, et elle m'a facilité la tâche, une signature avec panache, correspondant à l'époque dite des Trois Mousquetaires, qui est liée à l'essentiel de mon propos. Ce travail et donc ce livre est découpé en 2 grandes parties. La première présente le théâtre du village, son organisation géographique, les relations avec les voisins, l'économie, les habitants, d'ailleurs dont vous fournissez en index les feux, donc le recensement. Et puis la seconde est comme une biographie de Nicolas de la Cour, dont la longévité exceptionnelle va transformer le village. Et donc je vous propose d'aborder ces 2 parties. La première, vous l'avez dit, l'action a lieu au XVIIe siècle, et plus précisément, vous avez centré votre analyse sur l'année 1640, c'est-à-dire vers la fin du règne de Louis XIII. Est-ce qu'on peut dire en quelques mots quel est l'état économique et militaire de la France à ce moment-là ? Alors, il faut bien voir que la France est entrée dans la guerre de 30 ans directement, depuis 5 ans, qu'elle est accablée d'impôts, et que cette hausse extraordinaire de la fiscalité accentue les tensions sociales. Maffliers, dans cet ensemble, est un village à 26 km au nord-ouest de Paris, qui a bénéficié de la reconstruction agraire après les guerres de religion, qui connaît de belles années de prospérité agricole liées aux bonnes récoltes, à l'élévation des prix du blé, alors le blé, le froment, mais également le métail, des mélanges de blé et de seigle, et puis au développement de l'arboriculture fruitière, qui est là très attractive pour les Parisiens, qui se mettent à déguster de plus en plus de confitures et de fruits frais, et enfin le développement de la sylviculture, pour les besoins notamment industriels, qui concurrencent d'ailleurs les besoins traditionnels des paysans et des usagers, notamment pour développer le vignoble, il faut des échalas, les tuileries, il faut du combustible, etc., etc. Donc on est en période de croissance, mais une croissance qui s'arrête ou se fripe, plus exactement, se grippe, pardon, en raison des opérations militaires et du fait que en 1636, le siège de Corbie a menacé les habitants autour de Paris qui ont eu peur d'une arrivée des Espagnols. Et d'ailleurs, les ponts près de Beaumont-sur-Oise, la petite ville à côté de Maffliers, ont été coupés. Et Nicolas de la Cour s'en est souvenu toute sa vie. Il le rappelait encore à l'époque de Louis XIV. Donc voilà à peu près cet état-là. Il faut bien voir que la situation de Maffliers vaut, à mon avis, pour un très grand bassin parisien, qu'on peut étendre jusqu'aux marges armoricaines, et puis jusqu'aux marges également du Massif central, et en haut jusqu'aux plaines du Nord, donc de l'autre côté de l'ancienne frontière franco-espagnole, entendez le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Par contre, les réalités sont très différentes dans la France des montagnes et dans la France méridionale qui appartient évidemment à d'autres milieux. Mais tous ont connu cette poussée fiscale qui a été marquée par des révoltes. Et là, on en reparlera peut-être plus tard, mais le travail que j'ai fait sur Nicolas de la Cour a révélé une très grande révolte également que je n'imaginais pas. Oui, et pour terminer sur la situation militaire, donc même si Maffliers n'a pas connu de combat contre les troupes espagnoles, vous montrez bien que ce village n'est pas à l'écart du reste du royaume et que donc paradoxalement la présence de soldats français aux alentours crée un climat d'insécurité et de violence qu'on peut qualifier d'extrinsèque au village. Oui, ce climat me rappelle un peu les réquisitions et l'envoi des soldats aux armées en 1792 et pendant l'an 2. Préfigure, plus exactement, d'un siècle et demi. Car le roi Louis XIII et Richelieu
ont réquisitionné également des attelages et des chevaux, et d'ailleurs cela divise la communauté de Maffliers. Les soldats passent régulièrement à Maffliers, et d'ailleurs une nuit, Nicolas de la Cour est réveillé, il doit aller justement en tant que lieutenant de justice constater qu'un trompette du roi Louis XIII est mort accidentellement, et ça nous permet d'avoir une description dans un cabaret de l'ensemble de l'uniforme, de l'équipement et de la vie de cette compagnie de cavaliers qui allait sur Corbie. Et ces soldats, enfin, eh bien, ils stationnent à l'arrière du front, un front qui est entre Compiègne et puis la Somme. Ils stationnent à l'arrière du front et évidemment, ils prélèvent des récoltes, il y a des réquisitions, ça accentue vraiment les tensions internes. Et puis de manière plus générale, vous montrez aussi que ce village est connecté avec son environnement. Vous dépassez l'image classique peut-être d'un village dans sa campagne paisible. On voit qu'il est connecté aux villes aux alentours et puis dans un réseau de cercles concentriques également à Paris. Quelle est la nature et le volume, disons, des échanges entre Maffliers et la capitale ? Alors il faut bien voir que on est aux antipodes du Gévaudan qui m'avait retenu dans la baie du Gévaudan. On est ici dans l'attraction parisienne à moins de 30 kilomètres. Et donc, à ce titre, avec un cheval, on fait l'aller-retour et ses affaires à Paris en une journée, bien entendu. Il y a donc des mouvements réguliers, quotidiens, quasi quotidiens, d'échanges marchands entre Maffliers et les villages à côté, parce que c'est un village cœur, mais il faut bien voir qu'il fonctionne avec 5-6 villages satellites également. Donc c'est un ensemble un peu plus gros que ce village qui faisait 110, 115 feux, 450 habitants, un village moyen, pas un gros village, hein, pas un tout petit non plus, hein, un village resserré d'ailleurs. Et il y a des annexes en quelque sorte avec les villages voisins comme Montsou, comme Nerville, Franconville, etc. Donc il y a des échanges marchands réguliers, mais il y a également des propriétaires qui ont leur maison au champ, comme on disait, sur place, et qui sont des bourgeois de Paris, voire de grands parlementaires parisiens, et y compris le principal seigneur de Maffliers qui, et pendant 2 années, prévôt des marchands de Paris. Hein. Donc on a véritablement là des contacts avec des milieux très riches qui connaissent la cour, qui travaillent avec le roi et qui ont une culture livresque et en même temps des relations nationales ou internationales. Et on le voit au point de vue religieux, où le village de Maffliers est traversé par différents courants catholiques, des courants conservateurs, des courants rigoristes également, qui ont chacun leurs attaches dans des milieux de la réforme catholique parisienne. Donc on a vraiment un village engagé dans le mouvement et également en lien direct avec la capitale, quand même 350 à 400 000 habitants, c'est une des principales villes d'Europe, mais également avec des petites villes locales. J'ai parlé de Beaumont-sur-Oise où il y a un marché chaque semaine, Montmorency qui est le siège d'appel de la justice dont dépend Maffliers, mais il y a également Pontoise qui est un lieu marchand important avec des notaires, et Senlis, parce qu'à cette époque, Maffliers dépend du bailliage de Senlis et également de l'élection de Senlis, si bien qu'en matière d'impôts, et c'est très important, toutes les contestations vont à Senlis. Donc on a Senlis, Pontoise et Paris qui dessinent un triangle à l'intérieur duquel Maffliers a des relations multiples. On va reparler des différents points là que vous avez évoqués, mais tout d'abord, Jean-Marc Morisseau, à quoi ça ressemble Maffliers ? Parce que Marc Bloch avait distingué 3 grands types de paysages et de régimes agraires en France. J'imagine que Maffliers fait partie de l'open field, donc dans le nord de la France. De quoi il s'agit et voilà, qu'est-ce qu'on y cultive ? Comment est-ce que les paysans, qui sont quand même le gros de la population, comment ils y vivent ? Alors Maffliers est un village type des grandes plaines céréalières du bassin parisien, marqué par l'habitat relativement groupé et puis l'absence de clôture et un assolement triennal faisant alterner une année de jachère, de préparation du sol, puis une année très productive avec la culture du froment ou bien de métailles, donc de mélange de froment et de seigle, et puis une 3e année des cultures fourragères, à commencer par l'avoine qui sert à entretenir les chevaux qui assurent les attelages de labour, bien entendu. Donc ça, c'est en quelque sorte une image bien connue. Simplement, Nicolas de la Cour permet de l'affiner d'une manière exceptionnelle au microscope électronique. Mais ce qui est nouveau, c'est que ce village de la Plaine de France est au nord-ouest de la Plaine de France. Donc il a également une partie de forêt. Il fait partie des forêts
du nord de l'Île-de-France, la forêt actuelle de l'Isle-Adam et la forêt de Carnel convergent sur Maffliers. Et il y a des massifs très importants tenus par des grands propriétaires, essentiellement laïcs et même l'abbaye de Saint-Denis. Et il faut gérer ces bois, hein, et des bois qui attirent des marchands de bois, évidemment, mais également des opérations commerciales pour assurer le combustible des marnières, des tuileries, les pesos pour la vigne, j'en ai déjà parlé, il en faut 1 million au moins chaque année, c'est énorme. Et puis, il y a évidemment d'autres usages. Et enfin, et cela depuis le XVIe siècle, autour du village de Maffliers, il y a une ceinture bocagère, tout à fait étonnante, que l'on voit dans les plans d'ailleurs du XVIIIe siècle, composée de jardins vergers, avec des pommiers, des poiriers, des cerisiers et des pruniers, qui sont établis de manière très protégée, bien entendu, avec des haies vives, ou quelques haies également avec de la pierre, mais c'est surtout des haies de branchage, au pourtour du village. Et donc, Maffliers est donc tripartite. Je dirais la moitié du village fait partie de l'économie céréalière type du bassin parisien, mais l'autre moitié est partagée entre la sylviculture et aussi l'arboriculture fruitière qui conduit des marchands fruitiers à aller 3-4 jours par semaine à Paris vendre les fruits pendant les périodes de maturation évidemment de tous ces fruits-là. Vous consacrez quelques pages aux animaux, au premier rang desquels le cheval, qui sert à la fois pour le labour et pour le transport à Paris ou ailleurs. Et donc justement, je fais un petit aparté au spécialiste du loup que vous êtes, et qui a écrit notamment un livre sur la bête du Gévaudan. Est-ce que le loup est encore un problème à ce moment-là ? Et j'ai l'impression, quand on voit les lieux-dits, que ça n'est plus qu'un lointain souvenir. Exactement. À Maffliers, le loup est un lointain souvenir. Tout à côté, il y a eu un loup dévorant, une bête du Gévaudan, appelons-la la bête de Montmorency, mais c'était à l'époque de François Ier. C'était un siècle avant l'essor économique de Nicolas de la Cour. C'était en 1525. Ensuite, il y a eu une bête enragée à l'époque de Nicolas de la Cour, en 1639, je ne l'ai pas mentionné dans le livre, qui également, à une dizaine de kilomètres de Maffliers, a créé de véritables ravages. Mais c'était ponctuel. Et puis il y a une fosse aux loups, en lieu-dit, dont le nom d'ailleurs change à l'époque de Nicolas de la Cour, ce qui montre que ce territoire qui est peuplé par les chasses du roi, un roi qui s'appelle Louis XIII, qui est l'un des grands spécialistes de la chasse aux loups, laisse peu de chance aux meutes pour se maintenir sur place. Finalement, elles ont quasiment disparu, pas totalement, mais quasiment, à l'époque de Nicolas de la Cour. L'exploitation agricole à Maffliers nécessite des hommes et des femmes, et donc au premier rang desquels on trouve les laboureurs, c'est-à-dire ceux qui possèdent une charrue et des animaux de trait. Et puis, il y a tout un aéropage de journaliers, de manouvriers, donc des ouvriers saisonniers. Et s'y ajoutent les grands propriétaires qui, vous l'avez dit, n'habitent pas dans le coin, ils habitent souvent à Paris ou dans d'autres villes, donc on les qualifie d'orsins. Quelle est alors la façon de gérer les activités au village ? Est-ce qu'il y a un niveau intermédiaire entre ces grands propriétaires qui sont étrangers et puis les laboureurs et les ouvriers des champs ? Eh bien, le niveau intermédiaire, il existe depuis l'époque carolingienne. Il y a des receveurs, ammodiateurs de seigneuries qui s'interposent entre les grands propriétaires parisiens, de différents types d'ailleurs, ou quelques grands propriétaires qui résident en dehors de Paris, et puis le reste des manants et habitants. Simplement, longtemps, ces intermédiaires ont été des financiers parisiens qui prenaient à ferme l'ensemble des droits seigneuriaux et qui sous-louaient ensuite à des laboureurs la culture des terres. Il y avait donc finalement plusieurs strates entre les grands propriétaires qui confiaient à fermage, bien entendu, pas à métayage, l'ensemble de leurs revenus à des grands receveurs, bourgeois parisiens souvent, qui eux-mêmes détaillaient ces revenus et la consistance de la modiation à des laboureurs qui se partageaient en quelque sorte plus ou moins bien l'ensemble. La nouveauté, avec Nicolas de la Cour, c'est que notre personnage est l'un des premiers à avoir fait sauter un cran et à avoir réussi à capter directement les profits qui étaient attachés aux intermédiaires financiers qui n'existent plus désormais.
On a dit précédemment que vous avez listé les feux du village, et donc environ 450 habitants, et vous avez parlé de la qualité de leur signature et également du niveau de leur instruction élémentaire qui semble assez élevé, en tout cas pour une bonne partie d'entre eux. Est-ce que c'est quelque chose de surprenant pour l'époque ? C'est surprenant en l'état de la recherche. Ça ne le sera plus, vraisemblablement grâce à Nicolas Delacour et à d'autres travaux dans quelques années. On vit actuellement sur l'enquête Maggiolo et les comparaisons de signatures qui ont été faites à partir des travaux des instituteurs sous la Troisième République, qui avaient relevé c'était surtout pour la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle, un taux de signature masculine qui, dans ces campagnes-là, était de 30 à 40, 50%. Or, en travaillant au microscope électronique comme je l'ai fait, en constituant des fiches pour tous les habitants, quels qu'ils soient, du simple journalier mendiant qui doit 15 livres à l'un des 3 cabaretiers du village pour pain, vin et viande, jusqu'au grand seigneur qui arrive en carrosse à 4 chevaux avec une grande chaîne d'or émaillée de diamants, c'est Massé le boulanger. Tout le monde est entré dans les raids de la recherche, dans le cadre notamment notarial, et a donné lieu effectivement à un indicatif de signature que j'ai mis de 1 à 7. Et quelle n'a pas été ma surprise de voir que 65 à 70%, et pas 40 à 50, des hommes savaient signer. Et même si on enlève les catégories subalternes de signature, où les signatures sont hésitantes, la majorité de la population signait à peu près correctement. Et il y avait une minorité de 25 à 30% dont la signature trahissait une pratique relativement fréquente de la lecture et de l'écriture. Donc ça c'est une découverte. Et ce que j'ai fait, mais je n'ai pas pu le mettre dans le livre, j'ai établi une sorte de photo de famille de ces 120 feux avec leur signature ou leur marque. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, quand on regarde les journaliers, on a beaucoup de marques, parce que beaucoup sont analphabètes. Pas tous. Il y en a un qui défie la chronique, puisque lui a été aux écoles. Il s'en prend d'ailleurs à un des fils de Nicolas Delacour, et c'est un véritable truand d'ailleurs, qui écrit des lettres anonymes, qui est un redoutable anarchiste à l'époque de Louis XIII. Et il y a une autre exception, il y a une demoiselle, elle, qui a notamment de très beaux atours, comme on disait, qui sont mis au château, des très beaux vêtements, qui tranchent également avec la moyenne. Il ne faut pas avoir non plus une vision toujours systématique de la culture, ou bien de la culture matérielle de tous ces habitants-là. Mais, incontestablement, les marques sont majoritaires chez les journaliers. Au niveau des artisans, on en a moins, mais elles sont très caractéristiques. Il y en a une qui m'avait longtemps étonné, sous forme de 2 fers croisés. Mais qu'est-ce que c'est que cette marque ? Je me suis aperçu que seuls les meuniers avaient cette marque. Et que cette marque, c'était l'anille, c'est-à-dire les fers incrustés dans la meule supérieure du moulin, qui permettait de tenir la grande tige qui faisait tourner le moulin. Donc c'est vraiment emblématique. Et cet emblème, on le retrouve avec les charcutiers qui ont également un couperet de charcutier, avec quelques bergers qui dessinent leur houlette en signe de marque. Les autres arrivant plus ou moins à signer leur nom. Mais dès qu'on monte au niveau des marchands, tout le monde sait quasiment signer. Et arrivons dans la communauté des laboureurs, qui n'a de commun que l'ensemble culturel, parce qu'ils se sont très divisés les uns contre les autres, eh bien ils savent, sauf exception, à peu près tous signer. Mais je vois quand même une évolution entre le 16e et le 17e, puisque, à travers cette étude, j'ai vu ils sont rares, il y a 10% de laboureurs qui n'ont pas été à l'école, quand même, à la fin du 16e, et qui restent analphabètes. Mais c'est une relique, les laboureurs savent signer, et en travaillant sur Nicolas Delacour, mon autre surprise a été de trouver, dans le fond qu'avait vu Pierre Goubert pour son receveur Claude Duménil, des ancêtres de Nicolas, ou plutôt de la femme de Nicolas Delacour, qui dessinait un chariot avec des gerbes et qui marquait J. Ferry. C'était Jean Ferry, receveur de la seigneurie d'Aisanville, tout à côté de Maffliers, en 1490, et la même signature en 1499. Eh bien, des signatures à l'époque de Charles VIII et de Louis XII, j'en avais jamais vu, et je pense que là, on est également dans des prototypes européens, parce que pour la fin du XVe siècle, je voudrais ma main à couper pour savoir vraiment si on a beaucoup de signatures de laboureurs. Or, il y en a, il suffit de les chercher, et quand on cherche, on arrive à trouver. Est-ce que ça concerne aussi les femmes ? Parce que par exemple, la femme de Nicolas Delacour ne sait pas signer. Alors, elle ne sait pas signer,
La mère d'Anne Ferry, qui était une grande fermière également, Marguerite Degas, qui venait du Vexin et du pays de Tell, ne s'est pas signée. La grand-mère d'Anne Ferry, qui vivait encore au mariage de Nicolas de la Cour, on a tout un matriarcat, qui était veuve et qui était également dans le pays de Tell, fermière, Gérald Bultel, très importante, qui a fait 2 mariages, ne s'est pas signée. L'arrière-grand-mère de Anne Ferry, qui vivait cette fois, elle, dans la première moitié du XVIe siècle, ne s'est pas signée. Par contre, les 2 filles d'Anne Ferry et de Nicolas de la Cour, qui ont survécu à leurs 20 ans, savent signer, mais une signature discrète qui montre que l'écriture est à peine connue. Et une belle-fille, l'épouse d'Antoine, l'un des premiers garçons du ménage, Antoinette Perrault, signe à peu près lisiblement et améliore sa signature entre 1637 et 1660. Mais il n'en demeure pas moins que sur toutes les laboureuses, comme on les appelait, ou bien les veuves de laboureurs, seuls 10% au maximum écrivaient leur nom, et seuls 2 ou 3% l'écrivaient aussi bien que leur mari. Donc il y a vraiment un dimorphisme sexuel dans la culture très 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 prononcé. Il va se corriger un peu, pas entièrement, à l'époque de Louis XIV, avec la création d'écoles de filles qui vont donner une aisance un peu plus grande quand même aux femmes à partir de 1690-1700. L'un des aspects fondamentaux de la vie au village, c'est la violence qui est sous-jacente. La fin du règne de Louis XIII est marquée par des grandes révoltes, celle des Croquants, celle des Nu-Pieds, qui en général sont menées contre l'instauration d'un nouvel impôt. Alors c'est vrai qu'on payait beaucoup d'impôts à l'époque, au roi, à l'église, aux seigneurs. Est-ce qu'à Maffliers, la pression fiscale est supportable à ce moment-là ? Elle n'est pas agréable. Elle avive les oppositions internes, notamment du côté des laboureurs, puisque ce sont eux qui payent une grande partie de la taille. Mais il y a encore une douzaine de laboureurs, de tailles diverses, à Louis XIII, dans un village qui n'en comptera plus que 3 à la veille de la Révolution. Donc la concentration des exploitations ne fait que s'amorcer. Et d'ailleurs, Nicolas de la Cour est l'un des agents importants et d'un précurseur dans ce domaine-là. Mais malgré tout, ça crée des très fortes tensions. Puisque la taille est un impôt de répartition qui est dévolu chaque année à 2 assesseurs collecteurs. Alors, il y a des soupapes de sécurité assez compliquées parce que les gens se règlent leur compte quand ils sont collecteurs de la taille avec les anciens collecteurs qui les avaient un peu trop taxés. Et on aboutit à des situations surprenantes puisque chez le notaire de Maffliers, Maître Cagnet, qui instrumente pendant plus de 30 ans et qui a été l'un de mes grands informateurs, je suis surpris un jour de voir les 2 assesseurs collecteurs qui viennent et qui négocient une fraude fiscale tout à fait étonnante. L'un d'entre eux veut avantager sa famille et ses voisins, et le deuxième accepte de fermer les yeux. Mais quand même, sachant que les tensions vont encore exploser, qu'il va y avoir sans doute des actions en justice, ça n'arrête pas, la justice n'arrête pas de recevoir des procédures, eh bien le deuxième assesseur collecteur, devant notaire, dit « j'accepte de fermer les yeux, mais si jamais il y a une procédure engagée, je laisse tous les frais et au responsable qui a ainsi majoré les codes de sa famille et de ses voisins. » J'ai jamais vu un notaire enregistrer un acte de fraude fiscale collective de ce type. Tout se passe comme si j'avais disposé des micros dans l'étude du notaire de Maffliers pour faire ressortir cet élément tout à fait stupéfiant. En tout cas, ces questions d'arrérage, d'impôts, elles sont constantes, elles se multiplient. Au niveau supérieur, même les élus de Senlis conservent, pour tous les laboureurs, Nicolas de la Cour compris, mais c'est pas le plus important, des arriérés qui sont pas payés, qui vont donner lieu à des poursuites éventuellement. Et puis localement, ces arriérés multiplient les procédures de recouvrement. Et en la matière, Nicolas de la Cour est un artiste, puisque lui, il utilise cela pour pouvoir, à la suite de ces différends, récupérer un peu de jardin, de maisons, de terres, de droits, etc. C'est intéressant parce que vous avez parlé de la taille qui est un impôt qu'on paye au roi et vous n'avez pas parlé de la dîme qu'on paye à l'église et le champard qu'on paye au seigneur qui sont des impôts en nature. Est-ce qu'on peut comprendre par là que c'est surtout le pouvoir monarchique qui crée du mécontentement ? Non, parce qu'il y a les deux.
le pouvoir seigneurial également, surtout quand il est exercé par un certain Nicolas de la Cour. Alors il faut bien voir que on a trop dit que le champard était un impôt résiduel qui n'existait plus beaucoup en Île-de-France. Même moi, je n'avais pas trop protesté, il y a 30 ans, contre cette idée-là. Le champard, c'est une partie de la récolte en nature, donc qui est payée au seigneur normalement. Directement. Or là, à Maffliers, quelle n'a pas été ma surprise de voir qu'il y avait 225 parcelles, le tiers, qui étaient assujetties au champard à 3 taux différents. Des taux assez lourds, des taux à 10%, à 12%, à 16%, des taux énormes. Et en les cartographiant d'ailleurs, j'ai pu voir les îlots de défrichement accordés par les colonisateurs et les seigneurs du XIIe et du XIIIe siècle à ceux qui sont venus s'installer. C'est un clin d'œil à l'égard du Moyen-Âge qui est tout à fait intéressant. Or, qui est-ce qui prélevait le champard? C'était Nicolas de la Cour, à partir du moment où il a aussi accepté ou cherché à avoir les droits du seigneur en nature pour pouvoir, après, évidemment, revendre mais très profitable, le produit du champard sur les marchés entre Saint-Denis et Paris. Mais la dîme, ce qui est encore plus intéressant, avait été inféodée au XVIe siècle également au seigneur. Parce que le seigneur du XVIe siècle, qui était un Lafayette, avait accepté de réédifier l'église nouvelle de Maffliers. D'ailleurs, il ne l'a pas terminée, il a fait le chœur et une partie de la nef. En contrepartie, les curés avaient abandonné leur dîme au seigneur. Or, qui assure la perception de la dîme, c'est encore Nicolas de la Cour. Donc, là, cette fois, c'est 700 à 800 parcelles qui sont concernées. Alors, évidemment, il y a une gymnastique extraordinaire pour bien savoir les taux de dîme qui sont un peu différents. C'est pas une dîme à 10% quand même, c'est une dîme qui est tantôt à 6 ou 5 ou 4%, selon que les terres soient déjà champartées ou pas, évidemment. Mais un seul personnage était capable de s'y retrouver, celui qui avait la meilleure expérience du terrain, la plus grande ténacité également, une ardeur procédurière sans exemple possible de comparaison, c'était Nicolas de la Cour. Et donc ces charrettes étaient régulièrement présentes en bout de champ pendant le mois d'août pour aller vérifier les gerbes, qu'elles étaient de bonne qualité, que certaines n'avaient pas été dissimulées. Et ses fils l'aidaient beaucoup et étaient aussi redoutables que lui, si bien qu'on a également des procès également pour vérifier le taux des gerbes et que Nicolas de la Cour n'ait pas trop pris. En tout cas, il a réduit certainement de manière très nette toute possibilité de fraude. Alors parlons de Nicolas de la Cour, Jean-Marc Morisseau. C'est la deuxième partie de votre livre. Vous l'avez dit, on ne dispose ni de son acte de naissance, ni de mariage, ni de décès. On n'a même pas d'inventaire mobilier d'ailleurs. Comment est-ce que vous l'imaginez physiquement et dans son accoutrement? Et puis quelle est un peu son origine? Comment il rentre dans ce métier-là? Alors, deux grandes questions là qui sont très intéressantes. La première, comment faire quand on n'a pas les poteaux indicateurs classiques de l'historien de la société d'Ancien Régime? Eh bien, il faut travailler, il faut chercher, il faut faire preuve d'inventivité. Il n'y a pas d'acte de décès, mais en regardant les actes de justice, en les épluchant les uns après les autres, en prenant son temps, on peut trouver des choses. Et j'ai trouvé notamment un tout petit document d'une page indiquant que le dimanche 1er avril 1668, maître Nicolas de la Cour, gruyé encore, il a été 50 ans gruyé de la seigneurie et longtemps receveur de la seigneurie, était mort et qu'il fallait aller mettre sous scellé les titres et les papiers qu'il avait conservés parce que cela concernait la communauté et la seigneurie. Ce tout petit document me donne la date exacte du décès. Alors, j'ai pas d'acte parce que j'ai que des copies à cette époque-là et surtout Nicolas de la Cour était excommunié entre guillemets, tout au moins c'était au dire des gens et tout laisse à penser qu'il a, c'est à peu près assuré d'ailleurs, il n'a pas été enterré dans la chapelle Saint-Michel de Maffliers où avait été enterré sa femme Anne Ferry, ses parents, où seront enterrés ses enfants parce qu'il était très éloigné de la pratique religieuse à la fin de sa vie, et qu'il était enterré sans doute dans un jardin, sans torche ni procession, comme d'ailleurs c'est le cas à Villiers-le-Bel. On a un prieur curé qui nous fait son journal, à Villiers-le-Bel, gourou de la Proustière, pour un autre personnage haut en couleur, qui est enterré dans la plus grande discrétion, dans la partie des jardins réservés aux excommuniés, quasiment. Et c'est les mêmes années, donc tout ça je peux le projeter. Et justement, cette projection que je fais entre deux cas très comparables, je la fais évidemment sur le costume et la vie matérielle Nicolas de la Cour, sans inventaire mobilier.
parce que j'ai quand même l'inventaire de son fils, j'ai l'inventaire de ses gendres, j'ai retrouvé l'inventaire de 4 ou 5 de ses collègues laboureurs, et donc je peux vous dire que j'en suis quasiment assuré, il avait un habit noir, un pourpoint noir, évidemment, des chausses noires également, peut-être un peu de liseré rouge, mais c'est pas sûr du tout, un chapeau noir aussi, il avait un pistolet et qu'il avait une épée, comme le dessine un notaire voisin pour un notable rural, parce que la société était très violente, il fallait pouvoir faire usage de ses armes, bien entendu, qui savait très bien monter à cheval parce que il a dû passer plus de temps à cheval que dans les plaidoiries en justice ou dans les recettes seigneuriales. Simplement, c'est un peu le prototype, effectivement, de Rigoux de Balzac, qui collectionne les parcelles de terre, ou bien de Chicaneau de Racine, qui lui assure des procès à tire-larigot. Mais évidemment, je peux pas assurer si, comme Rigoux, il avait un coup de condor, s'il avait physiquement une tête avec une bosse au-dessus, s'il avait perdu ses cheveux, etc. Et je dirais la même chose pour sa femme, que j'ai essayé également de bien caractériser. Là, ça échappe évidemment à l'historien, mais j'ai des paroles de Nicolas de la Cour, j'ai un emploi du temps que j'ai pu restituer Nicolas de la Cour. Je connais évidemment, grâce à d'autres laboureurs, sa vie quotidienne, sa vie matérielle, et donc j'ai peu de peine à l'imaginer. Je redis les charges qu'il a exercées. Il était gruyer des bois, receveur de la baronnie et fermier seigneurial. Est-ce que cette accumulation de charges était quelque chose de fréquent à l'époque? Et est-ce que, dans le cas de Nicolas de la Cour, cela suffit à expliquer sa puissance locale? C'est rare. À ma connaissance, c'est la première fois que je vois un fermier seigneurial qui est également fermier d'autres terres en même temps, qui dispose aussi du Champard et aussi de la Dîme, et qui en même temps est gruyé des bois et des forêts. J'ai jamais vu ça. J'ai pas dit qu'on ne pourra pas avoir quelques cas comparables, mais c'est extrêmement rare. Donc c'est là, certainement, cette accumulation de fonctions, l'une des racines de son pouvoir et de la longévité du pouvoir, qui s'ajoute aussi à l'exercice du contrôle des droits sur les boissons, qu'on ne connaît pas bien pour le XVIIe siècle, mais qui existait et qui était sous-loué. Et lui a pris également une ferme, lui permettant d'avoir des petits bénéfices également. Enfin, tout ça ne pouvait pas le rendre très populaire, mais en tout cas, lui donner une connaissance parfaite, à la fois de ce qu'il y avait dans les maisons et dans les champs et dans les bois. Et donc, il a une expérience de terrain exceptionnelle. Et puis, il va manœuvrer aussi habilement pour rendre les autres dépendants de lui, notamment les petits paysans à qui il accorde des crédits hypothécaires. Voilà, il poursuit, lui, les poursuites judiciaires vraiment des années durant pour parfois, au final, récupérer la maison de telle ou telle personne. Oui, alors il vient, mais on en reparlera peut-être, de familles de catégorie moyenne installées sur Maffliers depuis François Ier au moins, les de la Cour, et par sa mère, Simone Rollin, de milieu de bergers, de bêtes à laine, qui étaient au sommet de la hiérarchie des domestiques agricoles, mais qui avait un réseau très très important d'interconnaissances également. C'est son mariage avec Anne Ferry qui l'a propulsé au milieu des très grands laboureurs qui poussaient la charrue ou faisaient pousser la charrue par leurs fils ou leurs domestiques depuis Charles VII. Ça c'est clair. Maintenant, pour répondre à votre autre question qui était... Sur finalement son modus operandi dans le crédit hypothécaire, comme un banquier rural. Alors c'est Louis XI, c'est l'universel aragne. C'est-à-dire qu'il tisse un tissu extraordinaire de relations sur tout le village et il tire les fils peu à peu vers lui dans son intérêt. Comme il a des fonctions éminentes d'intermédiaire entre le seigneur et la communauté, eh bien il tient les livres de compte. À commencer par les livres de cens, les livres d'avenage, des petits droits qu'on payait sur les maisons, les livres de Champard, évidemment, les registres de dîmes, ça va de soi, mais également, dès qu'il y a une vente d'une terre, le seigneur perçoit un droit de vente, de l'ose et vente, comme on disait. C'est Nicolas de la Cour qui le perçoit et qui le note également dans ses registres. Et il faut bien voir qu'il y a beaucoup de retard dans tous ces paiements.
de droit annuel ou de droit casuel, et que Nicolas Delacour garde la marque de tout. Si bien que, quand il y a des retards trop importants, il lance une action en justice. Une action en justice qu'il répète 1 an ou 2 après, jusqu'au moment où son débiteur ne peut plus s'acquitter qu'en donnant un petit champ, un jardin fruitier, c'est important dans l'arboriculture fruitière, ou une maison. Et tout cela rentre dans son capital immobilier, qui est extrêmement dispersé, puisque c'est au hasard, finalement, des affaires économiques qu'il peut mener dans le finage de Mafflier. Et puis, cet ensemble est réutilisé, d'abord reloué, les jardins sont loués, les maisons sont louées, souvent à l'ancien débiteur. Il devient simple locataire, évidemment, s'il arrive à payer, et sinon à d'autres, sans vergogne. Et puis cet ensemble-là lui permet également de compléter les avances douaries, comme on disait, qu'il doit consentir pour ses enfants, parce que Nicolas Delacour et Anne Ferry ont également été dotés, entre guillemets, de 7 enfants survivants au-delà de 30 ans. Et ça, c'est un élément important de son pouvoir, parce qu'il a à la fois le réseau de sa belle famille, et puis son clan, ses enfants. Voilà, les enfants vont évidemment lui servir. Je les vois, je le disais tout à l'heure, en bout de champ pour aller vérifier le champard ou vérifier la dîme. Ce sont des assistants. Avant qu'ils se marient, ils jouent le rôle de contremaître, de premier charretier en quelque sorte. Ça lui évite de dépenser de l'argent pour engager des domestiques en plus, cela va de soi. Je pense qu'ils sont largement exploités, mais ils connaissent bien toutes les ficelles avec leur père. Et ils connaissent bien le terrain. Donc il y a une sorte d'apprentissage de la fonction de coq de village qui se fait à l'intérieur des Delacour, c'est du milieu, c'est tout à fait net. Et à la génération suivante, c'est pas 7 enfants, c'est 54 petits-enfants. Et dans certains ménages, celui d'Antoine notamment, où il y a eu 14 ou 15 naissances, il y a quand même 5 garçons qui à un moment donné ont entre 15 et 25 ans. Et ils font peur à tout le monde, y compris aux concurrents. Parce que ils peuvent évidemment se bagarrer, on en a des exemples, et on a même des cas où les Lefort, c'est une autre famille concurrente, expliquent qu'on fait quand même attention parce qu'on fait pas le poids avec les 5 garçons qui sont les petits-fils de Nicolas Delacour. Et c'est encore plus grave parce que il y a les cousins qui viennent également prêter main forte de la cour. Donc on a véritablement un gang, on avait une tribu en quelque sorte qui joue un rôle important. Vous montrez que Nicolas Delacour, c'est un procédurier obstiné, mais qu'il y a quand même des limites à la judiciarisation de la vie quotidienne. Alors, quelles sont-elles et comment peut-on se prévenir de ces poursuites qu'on peut parfois qualifier d'abusives quand même ? Tout à fait. Il faut bien voir que, contrairement à ce qu'on a souvent dit, les justices seigneuriales sont un atout qui assure un équilibre social au XVIIe comme au XVIIIe siècle. C'est un atout, d'une part, parce que tous les 15 jours, le tribunal est là, avec un juge extérieur au village, qui est nommé évidemment par les barons de Mafflier, et qui traite de toutes les affaires. Évidemment, Nicolas Delacour est toujours là, il a toujours des affaires à traiter, comme demandeur essentiellement, parce qu'il veut poursuivre ceux qui ne payent pas les arrérages de Sens, les arrérages de Laux et Ventes, tous les droits qu'il est censé récupérer. Mais quelquefois, c'est effectivement abusif, le juge le dit, parce qu'il donne la parole aux défendeurs, qui sont en quelque sorte les accusés, et qui se recrutent dans toutes les catégories sociales, y compris les plus humbles. Et il y a en quelque sorte toujours débat public en fonction du droit et des arguments pour vérifier que la justice puisse être rendue. Avec des procureurs qui sont nommés de part et d'autre. Et Nicolas Delacour prendra notamment à un moment donné comme procureur le futur mari d'une de ses filles également. Ça aide aussi pas mal les choses. Mais il arrive qu'il soit condamné lui-même et qu'on trouve ses demandes injurieuses et abusives, comme disent les juges. Donc, la régulation sociale se fait relativement bien. Alors, il est vrai que la fraude est très importante et que Nicolas Delacour la limite beaucoup et qu'on voit véritablement... on le voit gagner très souvent, mais pas toujours. Et puis, il y a, en dehors du droit, qui fonctionne bien, il y a des institutions traditionnelles qui fonctionnent très bien également, comme le retrait lignager. C'est-à-dire que, quand une vente a lieu, les descendants du vendeur, quel que soit ou leur cousinage, pouvant remonter au 3e ou 4e degré de parenté, eh bien, ces parents peuvent annuler la vente en remboursant
évidemment l'acquéreur du prix qu'il a payé, et des loyaux coûts, comme on dit, donc tous les coûts de procédure. Et là, Nicolas de la Cour, certaines fois, en est victime. C'est ce qu'il aime pas du tout. Hein. C'est-à-dire, quand il a réussi à pressurer, en quelque sorte, un de ses débiteurs, s'y arrive un lointain cousin, etc., qui lui réclame, 1 an après, la pièce de terre ou le jardin qu'il a récupéré en lui payant les loyaux coûts, c'est pas une bonne affaire pour lui. Or, ça arrive de temps à autre. Nicolas de la Cour, on le désigne là au cours de l'entretien comme Nicolas de la Cour tout simplement, mais dans le livre, il est souvent fait référence à lui comme un maître. À partir de quand on lui reconnaît ce qualificatif? Et puis le corollaire, c'est qui ne lui reconnaît pas ce qualificatif? Alors, au village, Nicolas de la Cour reçoit l'épithète d'honneur de base, élémentaire, qui est maître, que l'on trouvera également pour le curé, pour le vicaire, pour certains procureurs fiscaux également, qui représentent le seigneur, et quelques grands receveurs de seigneurie, comme lui. Il reçoit ce qualificatif, d'après mes documents, à partir de 1615, 1616, notamment quand il est gruyé. Le fait qu'il soit nommé gruyé des bois, ipso facto, le rend en quelque sorte, l'intègre dans la petite judicature spécialisée, et il a le qualificatif de maître. Donc, depuis 1615 à peu près, 1620, et il meurt doté encore de ce qualificatif avec toujours la fonction de gruyé. Donc, pendant plus d'un demi-siècle, ce qui est une longévité extraordinaire, il a résisté à tout, à la peste, aux gens de guerre, aux attentats, aux mauvais coups, aux maladies, etc. Et donc, maître Nicolas de la Cour, c'est ainsi que, si vous l'aviez rencontré dans les champs, au village, vous auriez dû l'appeler en levant chapeau bas. En revanche, en dehors du village, chez les notaires des villes, et surtout au Châtelet de Paris, il n'en est pas question. Parce que là, au-dessus de Nicolas de la Cour, il y a des strates notables bien supérieures, et donc les notaires parisiens, sauf exception rarissime, lui enlèvent la qualification de maître, qui est réservée simplement au plat pays, et notamment aux notaires de Maffliers. Alors, il y en avait d'autres, des qualifications également. Il y avait honorable homme, honnête personne, dont il a été crédité également, toujours au village, et même ses fils, tout au moins dans une partie de leur existence. Donc là, ça les distingue complètement, évidemment, de la communauté générale, des manants et habitants de Maffliers. Et cet honneur, c'est une notion aussi très importante. On a parlé des processus judiciaires, mais on voit aussi qu'il y a parfois des processus pour restaurer l'honneur en public et qui parfois met fin aussi à des conflits. Alors ça m'a beaucoup surpris. Je ne connaissais pas ce type de réparation, la réparation d'honneur. Dans les minutes notariales, mais également les actes de justice, figurent de nombreuses transactions par lesquelles on veut arrêter des procès qui risquerait d'ailleurs évidemment très coûteux, permettant un arbitrage et entraînant le remboursement de toutes les sommes déjà engagées, souvent en équilibrant entre demandeurs et défendeurs, et surtout en permettant à ceux qui ont porté plainte pour diffamation, hommes et femmes, de retrouver leur honneur dans une sorte de petite cérémonie publique avec 2 témoins, au cours de laquelle le responsable de l'infraction ou bien de ses paroles blasphématoires ou malheureuses reconnaît qu'il a parlé trop vite et que en fait les gens qui sont devant lui sont des gens d'honneur, qu'il considère ainsi. Et cette réparation d'honneur, autour de 1640, qui est l'année centrale du livre, alors c'est pas que 1640, le noyau dur du livre va de 1637 à 1643-45. C'est la fin du règne de Louis XIII. 6 années, vous avez dépouillé tous les registres. Voilà. La totalité des registres et la totalité des documents notariés. Mais évidemment, avec de larges développements antérieurs, depuis le XVe siècle et postérieurs, jusqu'à l'époque de Louis XIV et de Louis XV. Mais pour l'année 1600, pour les 3-4 années centrales, j'ai retrouvé une quinzaine de réparations d'honneur qui mettaient en scène à peu près un tiers du village. Donc il faut bien voir qu'un tiers du village a été victime d'affronts, de mauvaises paroles, qui ont été lavées 6 mois ou 1 an après, lors d'une cérémonie ou en tout cas d'un acte public
qui est toujours enregistrée. Oui, puis quand on va à l'audience, on s'y rend avec son épouse, ses enfants, donc ça mobilise une bonne partie du village. Alors pas toujours, quand Non. même, pas toujours, parce que je pense à Nicolas de la Cour, sa femme, elle fait les marchés, les enfants, ils surveillent autre chose, mais on s'y rend avec un procureur quand on a des affaires importantes. Alors bon, évidemment, tout le monde ne peut pas payer un procureur. D'ailleurs, ces procureurs qui correspondent à nos avoués actuels étaient très mal payés. À commencer par celui de Nicolas de la Cour, qui est son gendre, et ils vont se fâcher l'un contre l'autre après, et au sein même de la tribu, il y a de toute façon des tensions internes très fortes. Mais quiconque avait maille à partir avec la justice, avait au moins un procureur d'office, quand il ne pouvait pas payer un procureur lui-même, et il arrivait avec. Et il y avait des témoins, et dans les plaies, comme on disait, les assemblées de justice, tous les 15 jours, on peut imaginer qu'il y avait 30 ou 40 personnes au moins. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être le tiers des familles qui étaient représentées par une ou deux personnes. Nicolas de la Cour s'enrichit, plutôt pas mal d'ailleurs, puisqu'il va bien doter ses enfants, très bien dotés, mais de manière inégale, que ce soit les hommes ou les femmes. Et ça, cette dotation inégale, cette répartition hétérogène, n'est pas très typique du nord de la France. Non, mais elle est une autre découverte. C'est-à-dire qu'on est habitué, et je l'étais moi-même, à une égalité des avances d'héritage, et même à une égalité des partages. Parce qu'on est dans la coutume de Paris, et même les coutumes à côté, celles du Valois, celles de Senlis, vont dans le même sens. Donc, qu'on soit fille ou garçon, on a droit en valeur à la même somme que ses frères et ses sœurs. Et j'ai toujours défendu le cas, et dans les fermiers d'Île-de-France, c'était une belle illustration de tout cela. Sauf que, quand on va au microscope électronique travailler dans ces archives-là, on peut trouver des cas particuliers. Et là, Nicolas de la Cour, effectivement, a dû doter avec Anne Ferry 7 enfants, ce qui est considérable, et il ne les a pas dotés également. Il y a eu même des différences énormes. Pour faire simple, les 2 premiers garçons, qui l'ont beaucoup aidé au début, dans les années 1630 notamment, se marient en 1637 et ont droit à 2200 livres de dot. C'est-à-dire, alors, une partie en argent, une partie en terre, ça aidait, et une autre partie, selon les garçons d'ailleurs, en capital d'exploitation, avec notamment 2 charrues et 4 chevaux. C'est-à-dire que le niveau de la dot, c'est même pas le laboureur de base, enfin de base, si on peut parler de laboureur de base, avec une charrue et 2 chevaux, mais c'est le double. C'est le premier échelon de la concentration déjà. Donc c'est dire l'importance de ces dots, qui situent Nicolas de la Cour dans le haut du panier. Pas au maximum, mais déjà dans le haut du panier des laboureurs. Mais ensuite, il a une fille à doter, et cette fille, il lui donne 5500 livres. Alors, c'est inouï, là, il est au-dessus du haut du panier, du jamais vu. On est à la fin du règne de Louis XIII, en 1642. Et pourquoi le fait-il, ou 43 pourquoi le fait-il? Parce que le gendre qui arrive, c'est un homme d'affaires qu'il connaissait bien, qui s'appelait Martin Midi, qui était responsable de l'arrivée des veaux à Paris. Il était notamment officier du pied fourché, comme on disait, à la place aux veaux à Paris, donc bien engagé dans les affaires du roi, appartenant à une famille très importante de la vallée de Montmorency, et j'ai l'impression que Nicolas de la Cour épousait davantage le gendre qu'il mariait sa fille. Et donc, il a donné une dot stupéfiante, mais dans cette dot, seuls 1500 livres, donc moins que les garçons, étaient attribués à sa fille. En revanche, l'essentiel allait à Martin Midi pour qu'il puisse payer l'entrée en religion de sa sœur, aux Ursulines de Pontoise. On a vraiment affaire là à des manigances qui sont bien décortiquées par le notaire dans le secret de l'étude. C'est même pas de Mafflier, c'est fait directement chez Nicolas de la Cour. Il fait venir le notaire de Beaumont-sur-Oise, le notaire de la petite ville à côté, auprès duquel il passe les principales affaires. Donc, c'est vraiment stupéfiant. Mais là, il y a une inégalité très forte qui profite évidemment à ce gendre. Puis après, il y aura une fille qui se mariera avec le praticien procureur dont j'ai parlé, Henri Lebel, qui retrouvera une dot de l'ordre de 2000 livres, mais qui ne le donnera pas entièrement d'ailleurs. Et puis il y a un autre fils, celui qui ira dans le Vexin, celui qui est l'ancêtre de tous ceux
que connaissaient Marcel Lachivert et puis Jacques Dupaquier, qui est mon ancêtre, puisque je l'ai reçu 35 ans plus tard, eh bien celui-là va avoir un peu plus, 2650 livres. Et puis un dernier enfant qui, lui, sans doute avec de grandes difficultés psychologiques, a regardé sa signature, a regardé son mariage très tardif, a regardé l'emprise que son père a sur lui, qui lui aura 2000 livres en terre, pour que ça reste du solide. J'oubliais encore un autre garçon, parce qu'il y a 4 garçons, un petit Nicolas le jeune, qui love sa signature dans celle de son papa, qui est souvent associé avec son père, qui comprendra qu'il faudra qu'il quitte quand même Maffliers pour pouvoir mener sa vie un peu plus tranquillement. Et celui-là a également une dot de l'ordre de 2500 livres. En tout, quand même, on est dans 15 000 livres, au moins 15 à 20 000 livres. C'est pas rien. Mais même pour Nicolas de la Cour, il a fallu qu'il vende une partie des terres qu'il avait finalement confisquées en tant qu'usurier et que banquier pour pouvoir payer une partie des dots ou bien emprunter à l'échelon supérieur cette fois, c'est-à-dire auprès des grands notables, les Poussepins de Montbrun notamment, installés depuis le XVIe siècle à Maffliers, et puis les barons, et notamment Massé le Boulanger, qui est le principal seigneur à partir de Louis XIII et qui est prévôt des marchands de Paris et qui est président au Parlement de Paris. Si j'ai bien noté, à son apogée, Nicolas de la Cour possède ou exploite sous son autorité 10% des parcelles du village. Il en lâche une partie pour payer la dot, mais il vit quand même confortablement. À sa retraite, il garde la maison qu'il occupait, qui est un poste stratégique au milieu du village, un carrefour qui s'appelle le Pastis, qui est entre l'église et la ferme seigneuriale, et une belle rente. Mais pourtant, vous l'avez dit, sa mort passe un peu inaperçue. Vous avez retrouvé un document 4 jours après qui indique son décès. On a l'impression que très vite, on n'en entend plus parler. Pourquoi ? Parce qu'il avait tout réglé de son vivant, et d'une manière encore très inégalitaire, comme les dots. En fait, Nicolas de la Cour est beaucoup plus proche, finalement, de Gaston Dominici, et donc de ces paysans extrêmement autoritaires du sud-est de la France, du Midi, que du père Fouan qu'a mis en scène Zola dans La Terre, qui se fait gruger par ses enfants en équilibrant au maximum les avances et puis les donations. Lui, à un moment donné, quand il a 70 ans, il vient chez le notaire de Pontoise et il décide de donner en propriété le patrimoine qui lui reste, en gros 55% de tout ce qu'il a pu posséder, le reste étant parti dans les dots ou en quelques emprunts quand même. Il décide de donner donc une poussière de parcelles encore pour avoir une rente de 400 livres. Mais au lieu de pratiquer une donation égalitaire, comme ça se faisait, il avantage 2 enfants. Le fameux Martin Midi, le gendre favori, dont j'ai parlé, homme d'affaires, et puis Pierre de la Cour, celui qui a eu l'audace de franchir l'Oise pour être plus indépendant, mais qui avait hérité des qualités d'autorité et de compétences de son père. Et c'est ces 2 personnages-là qui désormais sont les propriétaires du parcellaire et de la plupart des maisons, sauf la maison qu'il habite, évidemment, et qui doivent louer à d'autres laboureurs l'ensemble pour obtenir des revenus et payer 400 livres quand même par an à Nicolas de la Cour. Et pendant près de 10 années, c'est quand même pas rien, eh bien Nicolas de la Cour a une rente viagère comparable à celle d'un honnête curé, lui permettant d'entretenir un serviteur ou une servante et puis de vivre confortablement, d'autant plus qu'il continuait à avoir des petites charges. Il restait gruyère d'abord, et puis il était même lieutenant d'une petite seigneurie voisine, donc il arrondissait ses fins de mois largement, ou plutôt ses fins de trimestre, parce que c'était payé au trimestre. On a vu que sous Nicolas de la Cour, on voyait peut-être les prémices de ce regroupement foncier qui va s'accélérer. Et vous écrivez dans le livre que, en ce XVIIe siècle, le groupe des laboureurs est ordinaire et encore consistant. Quelles sont les grandes recompositions que l'on va voir sous Louis XIV, par exemple, avant la Révolution, disons ? Eh bien, une concentration des exploitations, à la faveur notamment de la baisse des prix des grains, et de la hausse des fermages et de la hausse de la fiscalité, une sorte évidemment de situation très très difficile économiquement. Donc les laboureurs qui n'ont pas les reins solides, qui à la différence de Nicolas de la Cour n'ont pas beaucoup de patrimoine à vendre, qui n'ont pas beaucoup d'avance, empruntent, s'endettent, et le cycle infernal s'instaure, si bien que les propriétaires demandent la saisie de leurs biens et la vente de leur capital d'exploitation, à commencer par les charrues, les chevaux, les moutons, les bœufs, etc. Et évidemment, dépossédés de leur capital, ils sombrent dans le prolétariat. On voit ça
Les prémices commencent vers 1645-46, au tout début du règne de Louis XIV, pendant la Régence, mais se développent considérablement entre 1660 et 1680. Et au fur et à mesure, eh bien, seuls les plus puissants peuvent récupérer les lots qui sont abandonnés par les plus faibles. Et il y a une véritable concentration qui s'accentue entre 1680 et 1730, qui lamine beaucoup de laboureurs ordinaires qui émigrent à Paris ou ailleurs, ou qui changent de statut, alors que les terres qu'ils louaient complètent finalement celles des plus grands fermiers. Si bien que la taille moyenne de l'exploitation change. Nicolas de la Cour a été sans doute le premier qui a Maffliers à dépasser les 100 hectares, en ayant à un moment donné 4 charrues. Je pense qu'il a dû avoir autour de 110-115 hectares d'exploitation, évidemment avec plusieurs propriétaires et des parcelles qui allaient même au-delà de Maffliers, dans les terroirs circonvoisins, comme on disait. En revanche, à la veille de la Révolution, la moyenne, c'est la moyenne, alors que c'était l'exception. Et on a des fermes qui regroupent jusqu'à 200 ou 250 hectares à la fin du XVIIIe siècle, au XIXe siècle. On a changé l'échelle de l'exploitation. Pour terminer, Jean-Marc Morisseau, j'ai quelques questions sur Maffliers aujourd'hui. Vous évoquez à la fin du livre la descendance et un arbre généalogique de Nicolas de la Cour, et on voit que les de la Cour ont essaimé un peu partout en Île-de-France, dans les Yvelines notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, le patronyme de la Cour est présent encore à Maffliers ? Non, il était oublié. C'est une sorte de résurrection avec ce livre. C'est tout à fait étonnant parce que l'un des voisins de Nicolas de la Cour a été étonné finalement de retrouver sa maison encore présente. Il faut bien voir que Maffliers est un village avec un habitat du XVIIe, XVIIIe siècle très très bien conservé, qui servirait de décor de pièces de théâtre ou de films, évidemment, à partir du livre, ça va de soi. Mais les de la Cour, j'en ai suivi les traces, restent présents et importants à Maffliers pendant 3 générations encore après Nicolas de la Cour, jusqu'à 1741, jusqu'au lever de ce grand plan terrier qui est établi par Camus de Pontcarré, qui est le baron de Maffliers de l'époque, et on parle encore des parcelles qui appartenaient à Nicolas de la Cour. Et il y a son arrière-petit-fils, Pierre de la Cour, qui habite toujours sur place. Ensuite, il faut aller à côté, à Montsou, où il y a de la Cour pendant encore 1 ou 2 générations, qui d'ailleurs sont les premiers visités lors de la guerre des Farines, parce que ce sont des grands exploitants qui ont concentré les terres, et évidemment qui profitent de la hausse des grains. Mais sinon, les mariages et les intermariages ont propulsé les de la Cour dans toute la plaine de France, notamment vers Meaux, donc beaucoup plus à l'est, à une 20aine de kilomètres, et de l'autre côté de l'Oise, dans le Vexin. Évidemment, c'est là où ils prospèrent, notamment au XVIIIe et au XIXe siècle. Et le patronyme a quitté donc Maffliers, il s'est réfugié sur la commune voisine, Montsou, jusque vers 1800. Et puis après, il faut aller beaucoup plus loin, à 20 ou 30 kilomètres, pour voir le nom présent. Et ensuite, donc au XIXe et au XXe siècle, c'est dans le Vexin, qui s'est perpétué avec d'autres très grands fermiers, que connaissaient Jacques Dupaquier et Marcel Lachivert. C'est pour ça qu'ils m'avaient demandé de travailler sur ces familles-là, évidemment. Et puis, dans la ville de Pontoise, puisqu'il y a eu 5 notaires de la Cour qui descendaient des de la Cour du Vexin, et même à Paris, il y a eu 2 notaires de la Cour. C'est faire comprendre qu'il y a eu une expansion sociale et économique qui est passée également par une grande expansion géographique. Il y a eu des branches de la Cour établies également de l'autre côté de la Seine, du côté de Rambouillet et du côté de Maule, du côté donc au sud de Mantes, et qui ont prospéré à l'époque de Louis XIV et de Louis XV. Dans le livre, il y a un cahier central avec des cartes topographiques où vous avez reconstitué un peu le patrimoine foncier de Nicolas de la Cour, et aussi une photo contemporaine que vous avez prise de la maison qu'il a occupée. J'imagine que vous avez peut-être eu l'occasion de présenter ce travail et cette histoire aux habitants de Maffliers. Enfin, quelle en a été la réception ? Ça a été une sorte de grande fête collective pour laquelle certains étaient préparés parce que depuis 5 à 6 années, régulièrement, je viens à Maffliers 3 fois ou 4 dans l'année et j'échange beaucoup, évidemment, avec les habitants et surtout ceux qui s'intéressent au patrimoine et à l'histoire de la région. Mais pour notre partie, c'était une découverte, effectivement. Et à Maffliers comme à Montsou, parce que c'est 2 villages
limitrophes qui sont tous les deux concernés. Le lancement du livre s'est fait, en quelque sorte. Le lancement national s'est fait sur place, avec très grande assemblée. Il y avait 120, 130 personnes à Montsou, près d'une centaine à Maffliers. Et puis, ça a été une après-midi de véritable découverte, puisque à travers tout un montage, j'avais montré tout ce que je n'ai pas pu mettre dans le livre également, c'est-à-dire des photographies de documents, mais des cartes que j'avais pu faire, des images qui me paraissaient très révélatrices aussi, la méthode de l'historien, les résultats qu'il obtenait à la fois en histoire sociale pour reconstituer toutes les strates de la population, y compris celles que je n'étais pas habitué à connaître, mais qui sont passionnantes, les cabaretiers, qui ont joué un rôle fondamental, les marchands merciers, qui étaient en quelque sorte l'équivalent des Carrefour Market de l'époque, montrant toutes les nouveautés possibles, les artisans du bois, comme les cerceliers, qui faisaient des cerceaux également, la diversité infinie des manouvriers, et évidemment le personnage lui-même, Nicolas de la Cour, dont une grande partie des éléments à la fois immobiliers et fonciers sont toujours là. Les lieux-dits dans lesquels Nicolas de la Cour a travaillé existent toujours. Les maisons dans lesquelles il a vécu, les fermes également, l'essentiel des fermes qu'il a exploitées et les maisons où ses voisins vivaient sont toujours là. Elles ont été restaurées fortement au XVIIIe et au XIXe siècle, mais en gardant l'esprit du XVIIe siècle. La seule chose qui a vraiment changé, c'est toutes les toitures qui étaient encore en chaume. C'était une découverte que j'avais faite aussi largement, à 40% à l'époque de Nicolas de la Cour. Elles n'ont été converties que sous Louis XIV et sous Louis XV, et encore, il restait quelques éléments de chaumière au XIXe siècle. Donc ça a un peu changé. Mais l'organisation générale du bâti est restée la même, à telle enseigne qu'il suffit de masquer quelques poteaux indicateurs pour faire ressurgir les personnages de ce livre, qui ont leur comportement, leur trajectoire sociale, leurs traits distinctifs également, voire leurs paroles qui apparaissent à travers les notaires ou les juges pour donner lieu à une reconstitution historique, à un son et lumière, à un film ou à une pièce de théâtre. Et justement, puisque le bâti existe toujours, puisque le personnage, les actions de Nicolas de la Cour sont remarquables, on pourrait effectivement imaginer une fiction télévisée, un cinéma, etc. Est-ce que vous savez s'il y a des projets en ce sens ? Et s'il n'y en a pas, et si vous étiez vous le directeur, le metteur en scène, vous imagineriez quel acteur pour incarner Nicolas de la Cour ? Est-ce qu'il y a des projets déjà ? Oui, non, il n'y a pas de projet parce que le livre vient simplement de sortir, il faut qu'il soit connu, mais je pense qu'effectivement, ça pourrait donner lieu à de très belles réalisations artistiques dans des sens très très variés, allant effectivement d'une reconstitution historique théâtralisée jusqu'à un film historique, ça c'est sûr. Alors quel acteur ? Il me faudrait un acteur la cinquantaine qui soit, oui, ou qui arrive. Nicolas de la Cour avait à la quarantaine, quand vraiment il était à son apogée. Je pense à Benjamin Lavergne, par exemple, de la Comédie Française, qui pourrait donner du corps au personnage, effectivement. Mais bon, affaire à suivre, de toute façon. Je sais que dans Le Retour de Martin Guerre, j'ai trouvé que le film qui avait été fait, avec Nathalie Baye et puis donc Gérard Depardieu, rendait assez bien justice à la société du XVIe siècle que je voyais revivre, en quelque sorte, en grande partie. Il y a toujours des procédés cinématographiques qui, évidemment, érodent un peu la réalité, mais quand même. Et là, je pense qu'on voudrait ressusciter un village à l'époque des Trois Mousquetaires, à l'époque de D'Artagnan, de Richelieu. Eh bien, il est tout trouvé. Il est tout trouvé. Et les personnages existent. Ils ont vraiment leur caractère, leurs relations internes. Ils parlent. Donc, on va vraiment bien au-delà de ce qu'on peut savoir d'habitude, où les éléments sont beaucoup plus flous, où la part de l'imagination est importante. Alors, j'ai pas dit qu'il y aura pas de l'imagination, mais là, le substrat historique est quand même très fort. Jean-Marc Morisseau, merci beaucoup d'être venu présenter votre livre. J'en rappelle le titre, Nicolas de la Cour, Le pouvoir au village au cœur du XVIIe siècle. C'est sorti chez Talandier, déjà disponible en librairie. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine émission. Merci beaucoup. Merci.